Récemment, le président Donald Trump a annoncé son intention d'utiliser les forces armées américaines dans les villes américaines pour contrôler des groupes terroristes comme les Antifa et d'autres mouvements d'extrême gauche, principalement en raison de la violence constante et du terrorisme pratiqué par ces groupes. Cependant, cette idée est controversée, car d'un côté, beaucoup de gens la soutiennent. Après tout, certains voient les forces de police avec méfiance parce qu'elles sont subordonnées à des groupes politiques locaux ou parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses pour faire face à ces crises. Tandis que d'autres condamnent cet acte parce qu'il met en danger le contrat social entre le gouvernement et la population. De plus, ils y voient une stratégie de Donald Trump pour tester la loyauté et la disposition des militaires américains. Ce n'est pas la première fois que cela arrive aux États-Unis ou ailleurs, comme au Brésil, où la population souhaite souvent l'implication des forces armées contre la criminalité. Après tout, ils sont là sans rien faire de la journée, juste à désherber et à peindre les bordures de trottoirs. Donc ils devraient être utiles dans la lutte contre la criminalité, puisqu'en théorie, ils sont mieux armés et mieux préparés. Aujourd'hui, nous allons voir si utiliser les forces armées pour la sécurité publique est une bonne idée. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez pour aider la chaîne Geopolitica Mondiale à continuer de grandir. Votre soutien peut paraître insignifiant, mais il est essentiel à la survie de la chaîne. Suivez-nous sur Instagram et Telegram pour rester informé des nouveautés de la chaîne et de la géopolitique. Les liens sont en description. Je suis Adriano Peta, voici la chaîne Geopolitica Mondiale. Imaginez une situation. Des policiers sont à l'entrée d'une favela d'une grande ville brésilienne. Ils sont équipés de pistolets, peut-être de quelques mitraillettes ou fusils à pompe, tandis qu'ils sont attaqués par des trafiquants mieux armés, avec des fusils d'assaut et d'autres armes plus agressives. Alors, quelques véhicules blindés de l'armée arrivent. On voit même quelques chars assurer la couverture. Avec quelques dizaines de soldats utilisant une protection avancée, des fusils d'assaut, des mitrailleuses et tout ce que l'on peut imaginer dans une guerre moderne. Ils apportent leur soutien aux policiers. Rien que les armes des blindés suffisent à percer, comme dans du beurre, les positions défensives des trafiquants. De plus, des hélicoptères armés de l'armée survolent la région pour apporter leur soutien. Certains sont même équipés de roquettes. Et en voyant cette scène, les criminels s'enfuient paniqués, sachant qu'ils n'ont aucune chance de victoire. Imaginer cette scène excite l'esprit des enfants, des adolescents et surtout des adultes mentalement déséquilibrés. Parce que la vie ne fonctionne pas comme ça. Il y a plusieurs raisons à cela. La principale, c'est que les criminels ne sont pas intimidés par cela. Ils n'ont pas peur de tout cet appareil militaire. La raison en est que, même s'ils assistèrent à cette scène, blindés capables de tirer des grenades, hélicoptères armés de roquettes, artillerie. Ils savent que rien de tout cela ne sera utilisé. Laissez-moi être catégorique, cela ne sera jamais utilisé. Jamais la doctrine de combat n'autorisera l'utilisation de ce type d'armement sur un territoire civil, surtout dans son propre pays pour combattre une faction criminelle, et ils le savent. Ces puissants blindés serviront surtout à protéger les soldats contre les tirs ennemis, plutôt qu'à servir nécessairement comme un outil d'attaque, et les hélicoptères, au mieux, serviront à l'observation. D'ailleurs, ces soldats, même bien équipés et armés pour la plupart, ne connaissent pas le terrain, la région. Ils ne savent même pas où se trouve quoi que ce soit et probablement n'ont jamais été au combat, contrairement aux policiers qui connaissent la région comme leur poche. Et cette fusillade intense n'est rien d'autre qu'un jeudi ou un mardi ordinaire pour eux. Et une autre chose qui doit être très claire, c'est que la fonction des militaires, des forces armées, est la neutralisation absolue de l'adversaire par tous les moyens nécessaires, alors que celle du policier est l'établissement de l'ordre légal et, de préférence, la capture des criminels, même vivants. L'un est formé pour tout faire. L'autre est formé pour gérer des limitations. Et si vous mettez celui qui a été formé pour tout faire dans un scénario où il ne peut pas tout faire, le résultat ne peut qu'être mauvais. En 1992, la ville de Los Angeles était en plein milieu d'une énorme rébellion populaire. Après qu'un procès ait innocenté des policiers accusés d'avoir agressé un fugitif. Une partie de la population pillait les commerces, tandis que des gangs en profitaient pour attaquer des rivaux et voler banques, bijouteries et marchés. C'était un véritable chaos,
avec la police de la ville presque complètement assiégée. Les forces armées des États-Unis ont alors été mobilisées pour aider, et ici nous voyons un exemple de la différence d'objectifs et de formation. Dans une maison en banlieue, des coups de feu auraient été tirés depuis l'intérieur d'une maison contre quelques véhicules de police. Un escadron de Marines qui se trouvait à proximité s'est précipité pour aider les policiers. Cependant, avec la confusion, les policiers n'étaient pas sûrs que les tirs venaient de cette maison, ou même s'il y avait des civils armés ou non à l'intérieur. Ils ne voyaient que la silhouette de quelqu'un les observant depuis la maison. Un groupe de policiers a tenté de s'approcher de la maison pour neutraliser les éléments hostiles potentiels. Et c'est alors qu'un des officiers de police a crié « Couvrez-moi ». Pour la police de Los Angeles, cela signifie que les autres policiers devaient même garder leurs armes pointées en direction du bâtiment. Ils ne devaient en tirer que si un élément hostile sortait et leur tirait dessus. Mais l'expression « couvre-moi » pour les Marines signifie tir de suppression. Ou bien tirer tout ce que tu as sur la cible pendant que d'autres soldats s'en approchent. Le même ordre, avec les mêmes mots, mais qui signifie des choses très différentes pour les deux groupes. Les Marines américains ont criblé la maison de plus de 400 balles pendant que les policiers s'en approchaient. Et même avec le sergent de police qui criait de cesser le feu, le bruit était si fort et l'adrénaline si élevée que les Marines n'ont pas entendu les ordres et ont continué à tirer. Le résultat fut que, peu après, les policiers sont finalement entrés. Ils sont entrés dans la maison seulement pour constater qu'elle était vide et que personne n'y avait été. La silhouette qu'ils avaient en vue n'était qu'un mannequin abandonné. Heureusement, personne n'a été blessé, mais c'est là le point que vous devez comprendre. Les objectifs, les entraînements et surtout les doctrines des forces de sécurité publique sont différents de ceux des forces de sécurité nationale. Je pourrais aussi raconter des centaines d'événements similaires. Historiquement, de nombreuses civilisations et régimes se sont partiellement effondrés précisément parce qu'ils n'ont pas maintenu une séparation claire entre les forces de sécurité internes et externes. Un exemple est la fin de la République romaine, où, au cours du 1er siècle AVJC, des généraux comme Sylla et Jules César ont utilisé leurs armées extérieures pour intervenir dans la politique interne de Rome, déclenchant des guerres civiles. Sylla, en 88 avant Jésus-Christ, a marché sur Rome avec ses légions. C'était sans précédent jusqu'alors. Et il a instauré une dictature, créant un précédent dangereux selon lequel un général ambitieux pouvait simplement prendre le pouvoir par la force des armes. Cet effondrement des normes républicaines, en utilisant des troupes destinées à la défense extérieure dans des conflits internes, a fatalement affaibli les institutions de la République. Cela a ouvert la voie à sa fin. Et à l'époque impériale de Rome, la garde prétorienne, une force à l'origine créée pour protéger l'empereur, est devenue un pouvoir politique à part entière. Au lieu de garantir l'ordre, les prétoriens ont commencé à renverser les empereurs et à mettre le trône aux enchères aux plus offrants. Un autre cas notable a eu lieu dans l'Empire ottoman. Avec les janissaires à l'origine la troupe d'élite du sultan pour la défense extérieure, évoluant en une faction interne extrêmement puissante. Au XVIIIe et XIXe siècle, ils étaient devenus une faction corrompue et politiquement puissante, qui bloquait les réformes militaires et administratives dans l'Empire. Ce qui, d'une certaine manière, a fini par causer la chute de l'Empire ottoman. Détenant le monopole de la force dans le pays et présent dans les principales villes, dont la capitale. Les janissaires bloquaient les décisions du gouvernement et parvenaient même à faire exécuter des opposants politiques. Sous la dynastie Qin en Chine impériale, des armées régionales et des seigneurs de guerre ont fragmenté le pouvoir central, en raison du manque de distinction entre forces nationales et factions militaires, ce qui a abouti à un caudillisme, avec des seigneurs de guerre rivaux rompant le contrat d'autorité unifié établi par l'Empire. Et même à des époques plus récentes, de nombreux pays postcoloniaux ont connu ce que Samuel Huntington a appelé des États prétoriens, dans lesquels les militaires interviennent régulièrement dans la politique intérieure en raison de la faiblesse des institutions civiles. Dans plusieurs pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie au XXe siècle, l'utilisation constante des armées nationales pour les affaires intérieures a sapé la stabilité à long terme. Ces régimes prétoriens se terminèrent souvent par un effondrement ou une transition tumultueuse, car la fusion des appareils internes et externes entraînait des violations du contrat social et des cycles d'instabilité au lieu d'un ordre permanent.
Les États-nations qui réussissent maintiennent généralement une distinction claire entre les forces armées extérieures, les militaires, et les forces de sécurité intérieure, la police. La logique de cette séparation est que les missions et l'éthos de chaque type de force sont différentes, parfois même opposées. Les militaires existent pour faire face aux menaces étrangères et gagner des guerres. L'usage de la violence y est beaucoup plus autorisé, en employant le niveau maximal de violence létale contre des ennemis extérieurs. Quant à la police, son objectif est de maintenir la loi et l'ordre parmi les citoyens eux-mêmes. Elle utilise la force de manière restreinte et avec une légitimité juridique. La limitation de la police, même si elle est théorique, quelle que soit la situation, a sa raison d'être. Après tout, le contribuable paie pour ne pas être agressé par sa propre institution gouvernementale, chose qui ne s'applique pas aux militaires qui vont opérer à l'étranger. Bien sûr, avant qu'un génie fasse remarquer que ce n'est pas toujours comme ça. En effet, ce n'est pas toujours comme ça, mais les objectifs seront toujours différents. Dans les démocraties et dictatures modernes dotées d'une certaine efficacité administrative, cette division est considérée comme un pilier d'un gouvernement un tant soit peu décent. Il est clair que cette ligne n'est pas toujours nette. Pendant la majeure partie de l'histoire, il n'y avait pas de forces de police professionnelles séparées. Il s'agissait généralement de jeunes hommes armés servant à la guerre et à la répression interne, sans distinction claire entre police et armée. La formation de l'État moderne a nécessité cette différenciation. Des théoriciens de l'État comme Max Weber précisent clairement qu'un État moderne détient le monopole légitime de la force. Et en son sein, il développe des organes spécialisés pour exercer cette force à l'intérieur ou à l'extérieur. Et avec le temps, s'est formée l'idée que l'armée devait toujours être orientée vers l'extérieur, en affrontant des menaces extérieures et en assurant un ordre intérieur sûr. Alors que l'action militaire à l'intérieur des frontières souveraines a commencé à être considérée comme quelque chose d'exceptionnel, lié davantage à la faillite de l'État qu'à la normalité. Dans les États stables, cette distinction s'est reflétée dans les structures juridiques et culturelles. Par exemple, aux États-Unis, depuis 1878, il existe la loi Posse Comitatus, qui interdit l'utilisation des forces armées pour des fonctions de police intérieure, sauf quelques exceptions autorisées. Cela renforce l'idée que les soldats ne doivent pas agir comme des policiers. En Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, la Constitution interdit aux forces armées d'agir à l'intérieur du pays, sauf en cas d'urgence grave comme des catastrophes naturelles. Et la raison derrière cela est claire, ce n'est pas juste un caprice. Lorsque l'on compare les doctrines et les protocoles d'utilisation de la force des militaires à ceux des forces de police, la raison devient très claire. Les militaires sont formés à l'emploi approprié de la force maximale. Fondamentalement, leur mission est de tuer, avec des armes lourdes et des règles d'engagement conçues pour tuer l'ennemi au combat. Quant aux forces de police civiles, elles sont spécialisées dans l'usage minimal et approprié de la force, légèrement équipées et guidées par la nécessité de préserver des vies et des droits, exerçant la coercition uniquement dans les limites. Bien sûr, il peut y avoir des cas d'abus, mais le principe, c'est que la doctrine ne permet pas cela, donc les cas d'abus sont commis en dehors de la loi, en dehors de la doctrine. En d'autres termes, le soldat est formé pour détruire l'ennemi, tandis que le policier est formé pour protéger le citoyen, y compris contre lui-même, même si cela peut être satisfaisant. Voir des criminels être effacés de l'existence par des policiers. Le problème, c'est que lorsque ces lignes se confondent, nous risquons de voir des soldats traiter des citoyens comme des ennemis. Et ce sont les citoyens qui sont la base du financement et de la légitimité de ces soldats. Et quand on regarde l'histoire, cela devient clair. Les nations les plus stables ont su préserver cet équilibre. La Grande-Bretagne, par exemple, a été pionnière dans la création de forces de police modernes en 1829, justement pour remplacer l'utilisation de troupes dans la gestion des troubles internes, après des événements comme le massacre de Peterloo en 1819, lorsque la cavalerie militaire a chargé les manifestants civils, ce qui a évidemment causé des dommages politiques au gouvernement lui-même. Aux États-Unis, la subordination des militaires au pouvoir civil est claire depuis George Washington, tout comme l'usage exceptionnel des forces armées sur le sol national. Les forces armées ne sont utilisées à l'intérieur du pays qu'en cas de catastrophe naturelle ou de troubles très graves.
et même dans ces cas, elles restent sous commandement civil. En Chine aujourd'hui, la ligne est considérée comme adaptable, mais même ainsi, elle reste séparée. En plus de la police civile, sous le ministère de la Sécurité publique, chargé des enquêtes criminelles, de la police au quotidien et de plusieurs autres missions d'ordre public. Le pays maintient la police armée du peuple, une force paramilitaire axée sur la sécurité intérieure pour le contrôle des émeutes et la lutte contre le terrorisme, et la protection des sites gouvernementaux. Aux Émirats arabes unis, la division est également clairement formalisée dans les arrangements institutionnels. Le ministère de l'Intérieur intègre et supervise les polices au niveau fédéral et dans chaque émirat, ainsi que les services de sécurité intérieure. Le ministère de la Défense dirige les forces armées classiques et des unités d'élite comme la garde présidentielle, spécialisées dans la défense extérieure et la protection régionale. Ce modèle de double structure évite à la fois la militarisation excessive de la vie domestique et la politisation des forces armées. Lorsque les militaires commencent à agir de manière routinière à l'intérieur du pays, ils développent, pour ainsi dire, un appétit prétorien. Ils peuvent défier les autorités élues ou réprimer la population de manière inappropriée. Ou alors, s'ils viennent à s'opposer au gouvernement. Ils peuvent finir par être délibérément négligés, précisément parce que les dirigeants ne leur font pas confiance, ce qui finit par rendre la sécurité nationale de ce pays vulnérable. Le monopole étatique de la force légitime est un concept central de la théorie politique moderne, lié à la légitimité de l'État et au contrat social. Max Weber a défini l'État moderne comme la communauté humaine qui revendique avec succès le monopole de l'usage légitime de la force physique à l'intérieur d'un territoire donné. C'est-à-dire que seul l'État peut exercer ou autoriser la violence de manière légitime. Ce monopole ne signifie pas que seul l'État utilisera effectivement la force, puisque des individus peuvent encore commettre des actes de violence, comme par exemple les groupes criminels. Mais plutôt que seul l'État a le droit reconnu de l'utiliser. Ce principe est à la base du contrat social de l'État moderne, formulé par des penseurs classiques comme Thomas Hobbes, John Locke et Rousseau. Les citoyens renoncent à se faire justice eux-mêmes et à recourir à la violence privée, confiant cette autorité à l'État. Et en échange, ils attendent protection et ordre. Et si vous pensez que cela n'est joli que sur le papier, mais impraticable dans la vie réelle, je suis désolé, mais oui, c'est praticable. Nous en avons des exemples. Mais ce n'est pas une garantie que ce sera toujours ainsi. Après tout, ce que nous avons vu récemment, non seulement au Brésil, mais dans plusieurs pays, c'est justement l'État qui ne respecte pas sa part dans ce contrat. Le Léviathan hobbesien, par exemple, naît de la nécessité d'échapper à l'état de nature violent, où les individus acceptent de transférer leur droit naturel d'user de la force à un souverain qui alors les protège et maintient la paix. Par conséquent, la légitimité de l'État vient en grande partie du fait qu'il respecte sa part dans ce pacte. Utiliser son monopole de la force pour garantir la sécurité. Toujours d'une manière perçue par la population comme juste. Les risques de rupture de ce contrat social surviennent lorsque l'État perd le monopole de la force ou exerce cette force de manière illégitime. Si l'État échoue à garantir la sécurité ou s'il viole lui-même les droits des citoyens. La confiance se brise. Les citoyens peuvent alors commencer à contester l'autorité de l'État ou chercher des alternatives à la protection qu'il devrait fournir. C'est ce que nous voyons. Voilà ce qui se passe. Quand commencent à apparaître des figures comme des justiciers et des milices privées. Ce type de justice parallèle apparaît typiquement là où il y a un sentiment d'impunité et d'abandon. Bien que les justiciers prétendent défendre la communauté en s'appropriant l'usage de la force en dehors des voies légales, ils défient le monopole étatique de la violence. Et une chose que tu dois garder en tête en permanence, c'est que le peuple a besoin d'avoir le sentiment que justice est rendue. Et si l'État ne donne pas ce sentiment, alors le peuple sera prêt à accepter ce sentiment, même s'il vient d'autres groupes. Une autre conséquence de l'érosion du monopole de l'État, c'est l'apparition de pouvoirs parallèles. Quand des groupes insurgés, des guérillas, des seigneurs de guerre ou des groupes criminels contrôlent un territoire, ils imposent leurs propres lois. Ils établissent en des sources parallèles d'autorité légitime. Cela se produit, par exemple, dans des États faillis, comme la Somalie des années 1990, la Libye après Kadhafi en 2011, dans certaines parties de l'Afghanistan plus récemment, et au Brésil, comme nous le voyons à Rio de Janeiro et dans l'État du Ceará. Dans ces cas, le contrat social est rompu.
La population locale ne reconnaît plus l'État central comme le seul détenteur légitime de la force. Concernant l'efficacité de la lutte contre la criminalité, les résultats sont également différents lorsqu'ils sont menés par des forces de police ou par des forces militaires. Les preuves montrent généralement que le maintien de l'ordre est assuré par des militaires, a tendance à être beaucoup moins efficace pour réduire le et peut entraîner des effets secondaires négatifs par rapport au travail de policiers bien formés. Une étude publiée en 2023 a analysé de manière expérimentale une opération de patrouille militaire dans la ville de Cali, en Colombie. Le plan Fortaleza qui a envoyé des soldats lourdement armés dans des quartiers à forte criminalité. Les résultats publiés ont révélé qu'il n'y a eu aucune réduction des taux de criminalité pendant l'intervention et qu'il y a eu des effets négatifs après sa conclusion. Autrement dit, pendant que les militaires de l'armée patrouillaient dans les rues, il n'y a eu aucun changement positif en matière de sécurité et après leur retrait, certaines catégories de crimes ont même augmenté au-dessus du niveau précédent. Et des résultats similaires. Des résultats similaires sont apparus dans d'autres recherches, dans d'autres contextes, aux États-Unis. Bien que la situation soit différente, des études statistiques n'ont pas non plus trouvé de bénéfices en termes de réduction de la criminalité. Les militaires ne sont pas formés, par exemple, à l'investigation, à la prévention communautaire ou à la gestion de situations civiles complexes. En général, ils ne connaissent pas la géographie locale ni la population, ce qui est fondamental pour la collecte de renseignements. Ils peuvent apporter beaucoup de puissance de feu et d'intimidation immédiate, mais ils ne s'attaquent pas aux causes du crime. Souvent, ils ne parviennent même pas à identifier les bons criminels, car ils ne disposent pas de données ni de renseignements locaux. De plus, la présence de soldats armés dans des zones civiles peut simplement déplacer la criminalité. D'un endroit à l'autre, les criminels ne font que se cacher ou migrer temporairement, sans éliminer la criminalité. Beaucoup de gens aiment voir de grosses armes et sont fascinés par les uniformes. Ce qu'ils ignorent, c'est que le policier n'est que la partie émergée de l'iceberg en matière de sécurité publique. Et toucher seulement à cette partie, en remplaçant les policiers par des militaires, ne sert à rien si le reste de l'iceberg n'est pas fonctionnel non plus. Comme par exemple, dans les fameux cas où la police arrête des criminels puis les juges les relâchent. Non, ce n'était pas là. Ce n'est pas l'incompétence du policier ou son armement qui a fait la différence, mais bien les coulisses qui ont entravé le travail du policier. Mais cela peut aussi empirer, parce que dans de nombreux scénarios en Amérique latine, l'implication prolongée des militaires dans la sécurité intérieure a été liée à davantage de violations. Au Mexique, plus de 15 ans de guerre militarisée contre la drogue ont abouti à des milliers de plaintes pour torture. Disparitions et exécutions extrajudiciaires attribuées aux forces armées, alors que la violence criminelle n'a fait que continuer à croître. Avec le temps, après tant d'expositions, les militaires eux-mêmes sont devenus plus vulnérables aux problèmes qui touchent aussi la police, à savoir les questions de corruption et de détournement de fonctions. Autrement dit, ce qui était déjà mauvais est devenu encore pire. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo autour de vous. Para ajudar o canal a continuar existindo. E se você... Pour aider la chaîne, pensez à devenir membre. Si vous devenez membre, non seulement vous aurez un accès anticipé aux vidéos, un accès aux vidéos exclusives et aux lives exclusives, mais en plus, selon votre catégorie, votre nom apparaîtra à la fin en remerciement. Merci encore. Amicalement. Et à la prochaine vidéo.